Bon, de toute façon, comme quand ils sont venus nous arrêter, donc il y avait deux maisons, mes grands-parents habitaient devant, hein. Or, on avait une porte de communication. Donc, les Allemands sont allés sonner devant, évidemment. Et donc, mon grand-père a ouvert la porte et il a crié police allemande. Je ne vous dis pas l'effet que ça nous a fait. On était encore au lit, c'était 6h30 du matin, quelque chose comme ça. Euh, et bon, mais je voulais vous dire quelque chose avant. Oui, donc, quand j'ai dit ça à maman, après, je me dis, bon, de toute façon, comme quand les Allemands sont venus, on ne savait pas pour qui ils venaient, puisque papa aussi faisait de la résistance, et maman d'ailleurs était au courant, mais bon. Mais maman n'avait jamais été, sauf celui qui a donné l'adresse de M. De Jong, qu'elle a rencontré, elle n'a jamais été chez des agents, vous comprenez? Alors, eh bien, comme on ne savait pas qui, on a essayé de se sauver. Donc, de toute façon, ils auraient été arrêtés, mes parents. Je ne les aurais pas. Mais moi, pas, peut-être. Enfin, bon. Et donc, là, on est arrêtés. Et tout de suite, je vais chez papa. Je dis, qu'est-ce que je fais? Il dit, essaye de te sauver par la cuisine. Moi, je vais essayer par la terrasse. Je vais essayer par la terrasse. Et donc, moi, je descends, en pyjama d'ailleurs, hein, on n'en avait pas le temps. Je descends. Il y avait un Allemand de chaque côté. On avait un escalier qui descendait comme ça. De chaque côté, un Allemand et revolver au poing. Alors ils disent hands up. Moi, je me mets à rire, mais pour rien au monde, je n'aurais levé les bras. Ça, rien au monde. Et encore, je me suis dit, s'ils tirent, ils vont tirer dans mes jambes parce que ils vont pas me tuer avant de savoir ce que je sais, puisqu'ils veulent savoir, hein. Bon, mais alors j'essaye de me sauver sur le côté de la maison, là. Il y avait un Allemand dans le chemin, là, revolver au poing. Et après, j'ai appris qu'il y en avait un, là. Enfin, il cernait la maison. Donc, je suis rentrée dans la cuisine, on m'a fait monter dans ma chambre, on m'a dit habillez-vous, prenez des affaires pour 2, 3 jours. Et alors, il y avait un Allemand dans ma chambre, je dis écoutez, vous voulez pas sortir un peu pendant que je m'habille? Alors, il n'a pas voulu sortir, mais il s'est retourné quand même. Et donc, évidemment, je savais très bien que c'était pas pour 2, 3 jours que j'étais là, hein, mais j'ai quand même pris pas grand-chose. Et je suis descendue. Alors, maman était dans le hall et, et papa aussi. Oui, papa aussi. Et alors, maman est restée, elle est partie après nous. Il y a des Allemands qui sont restés pour fouiller la maison. Et papa est parti dans une voiture. On l'a obligé de prendre le poste DSF. Et moi, je suis partie dans une autre, avec un Allemand de chaque côté. Mais à ce temps-là, on pouvait monter la rue. Elle était dans les deux sens. On pouvait monter la rue. Et dans le jardin plus haut, là, il y avait un ancien combattant de 14-18, très handicapé, qui travaillait déjà dans son jardin. Il se levait toujours très très tôt le matin. Et alors je lui ai fait comme ça. Évidemment, les parents n'étaient pas très contents. Ah, il dit, vous riez, mais vous ne rirez plus longtemps. Et puis j'ai été directement à la rue Traversière, qui était la police, heureusement pas la plus mauvaise, hein. C'était la Geheimfeldpolizei. Et bon, je n'ai plus vu papa alors, mais j'ai su après qu'il avait aussi été emmené directement, tandis que maman, elle est allée beaucoup plus tard et directement à la prison de Saint-Gilles. On a interrogé maman que bon, combien, 8 ou 10 jours après, maman. Tandis que papa et moi, on a été plusieurs jours de suite d'abord, et voilà. Alors, bon, voilà. Je ne voulais pas parler. Ah oui, ça quand même, je vais vous dire aussi. Je ne voulais pas parler. Alors, on m'en a menacé de me fusiller. Et puis, on a menacé d'arrêter mes grands-parents. Et là, je leur ai dit, mais écoutez, si vous êtes humain, vous n'allez pas arrêter des vieilles personnes, hein. Et bon, j'étais évidemment chaque fois fâchée quand je disais des choses comme ça. Et puis, il y en a un, les dents, là, le dactylo, qui avait l'air vraiment d'un... Oh, il me faisait toujours penser à un gros cochon rose. Il a une figure toute ronde et rose d'ailleurs, mais il était grand et bâti comme un Hercule. Mais des yeux,
sais pas si c'est des yeux cruels qu'il avait, mais quand même des yeux qui se réjouissaient de pouvoir taper sur moi. Et alors, l'autre, c'était, on l'appelait le nez crochu. Il était très maigre, il avait vraiment un nez comme ça. Alors lui, il criait très fort, et puis tout d'un coup, il se rasseyait comme ça, enfin bon, voilà. Et à un moment donné, enfin, ça allait vraiment très mal. Et donc, il veut se lever pour me frapper. Et alors, il dit, donc, le gros cochon, je dirais, hein, c'est pas très gentil, mais franchement, il me faisait penser à ça. Et alors, il dit, une bonne fesse vaut beaucoup mieux qu'un long discours. Moi, je me mets à rire, évidemment. Il n'a jamais su, je crois, pourquoi je riais. Au lieu de dire une fessée, il dit une bonne fesse. Bon, alors, évidemment. Mais bon, il ne m'a pas frappé quand même cette fois-là. L'autre s'est remis à crier, pas frappé. J'ai été remballée. Je crois ça 2 ou 3 jours de suite, toute la journée, debout, sans manger, sans boire, hein, et répondre à des questions sans arrêt, quoi. Et alors, bon, le 3e jour, il me dit, bon, vous allez rester dans votre cellule un petit peu, vous allez réfléchir et après vous parlerez. Tout le monde parle, il me dit. Bon. Moi, je demandais qu'une chose, c'était de rentrer chez moi. Mais alors, je me dis, ils ont quand même l'air de savoir beaucoup de choses, parce que bon, je leur ai dit d'ailleurs, j'ai dit, mais pourquoi vous m'interrogez, vous savez tout. Non, c'est pas à ce moment-là que j'ai dit ça, puisque je disais que j'avais rien fait. C'est plus tard, oui, je vais vous dire, c'est plus tard. Donc là, non, je ne disais rien à ce moment-là. Mais alors, je me dis, je vais quand même écrire un petit mot à maman. Vous savez, par les calfacts, on arrive à passer des petits mots. En disant, ma pauvre petite maman, toi qui n'as rien fait, à cause de moi, tu es arrêtée, etc. Et j'avais caché ça sur moi. Or, je savais que quand j'allais aux interrogatoires, j'étais toujours fouillée. Ce qui est arrivé aussi, mais ils n'ont jamais pensé que j'avais fait ce petit mot exprès. Donc, je pense, en tout cas, quand 1 an après, nous sommes partis en Allemagne, papa et moi, maman a été libérée. Mon papa n'est pas rentré. Hein. Il est mort le 9 février 1945, dans un très mauvais camp dont on ne parle pas. Et quand j'étais à Auschwitz, j'ai été 2 fois. Une fois avec mon mari, j'avais dit, avant de mourir, je voudrais quand même voir le camp de papa. À ce temps-là, je n'ai été qu'une fois à Mauthausen avec mon mari pour lui montrer le camp où j'avais passé mes dernières vacances. Et puis, on était avec un groupe, donc finalement, on a fait tous les camps. Auschwitz, et Buchenwald, et Dachau, et, enfin, tous les camps, mais le camp de papa. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient mis des plaques avec le nom. Bon. Ça, c'est maintenant, donc, il y a... Ah, ben, c'est l'année passée. Donc, pas cette année-ci, c'est l'année passée que j'étais avec des Anglais. Oui, ça, je vous raconterai après. Je dois d'abord finir plutôt mes interrogatoires. Et donc, après 15 jours, on me reprend. Et là, on commence, je vois, m'interroger. De nouveau, je dis, je ne sais rien. On dit, ah, vous ne savez rien. Vous ne voulez pas parler. Parce qu'ils ne disaient pas, vous ne savez rien. On ne voulait pas parler. Eh bien, on va vous confronter. Et alors, à ce moment-là, il appelle quelqu'un et la porte s'ouvre et on fait rentrer un monsieur qui se plie en deux. Il avait un chapeau mou, là, comme c'est à la mode. C'est à la mode à ce moment-là. Ça revient un tout petit peu, d'ailleurs. Alors, il se plie en deux, il tire son chapeau. Bonjour, monsieur l'officier. Moi, quand j'entends ça, j'étais folle furieuse. Comment peut-il être aussi vil, aussi devant un Allemand? Et alors on dit, voulez-vous asseoir, monsieur? Il disait le nom, hein, mais bon. Merci, monsieur l'officier, il fait comme ça. Vous voulez un cigare, monsieur? Je ne raconte pas des craques, hein. Alors on lui allume son cigare, et donc il est assis. Et alors, moi, on m'avait fait tourner, hein. On m'a fait revenir. Vous connaissez? Ah oui, il dit, c'est Dédé Dumont. Il donne mon adresse. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne mon adresse. Ah oui. Et vous avez été chez eux? Oui, il dit. Il décrit le hall. Et alors il dit, d'ailleurs, elle connaît l'adresse de Monsieur de Jong.
elle m'a pas dit où il habitait, donc, parce que heureusement, je lui ai pas dit. Attends, c'est tout, je crois. Il dit, elle connaît l'adresse, monsieur De Jong. Bon, après tout ça, on renvoie ce monsieur et on dit, maintenant, vous allez parler. Alors, je me suis dit à ce moment-là, mais je ne peux pas parler maintenant. Évidemment que je vais parler maintenant, puisqu'ils savent tout. Hein? Mais je ne peux pas parler maintenant, je dois avoir le temps d'inventer une histoire pour dénoncer personne. Donc, je n'ai pas voulu parler encore cette fois-là. Alors là, le gros cochon rose m'a frappé, évidemment. Et puis finalement, l'instructeur en avait marre et il a dit, allez, qu'on la renvoie. Et il m'a de nouveau dit, vous réfléchirez. Et bon. Et alors là, je ne sais plus combien de temps après, peut-être, en tout cas pas le lendemain, on m'a rappelé, mais j'avais eu le temps d'inventer une histoire. Et alors, j'avais inventé une histoire, j'avais une excellente mémoire à l'époque. Et alors, c'était un monsieur René qui m'amenait les gens place Rogier, et c'était un monsieur Victor qui me les prenait à la gare du Nord à Paris. Et c'est tout ce que je savais. Bon. Alors évidemment, comment il est, monsieur René, mais j'avais dans ma tête, pour monsieur René et monsieur Victor, quelqu'un que je connaissais très bien, mais qui n'avait rien à voir avec la ligne et qui était tout à fait en dehors. Donc, chaque fois qu'on me disait comment est monsieur René, je pouvais très bien dire, puisque je pensais à quelqu'un. Donc, je ne me trompais jamais. Et monsieur Victor non plus, je ne me trompais jamais. Alors, bon. Et puis finalement, oui, et l'adresse de monsieur De Jong, puisque vous la connaissez. Je dis non. Un jour, il est venu à la maison, celui qui m'avait dénoncé, et il voulait voir monsieur De Jong. Et je lui ai dit, écoutez, il habite à 20 minutes de chez nous. C'est tout, mais je ne le connais, je n'ai pas son adresse, j'ai dit. Et donc j'ai maintenu ça. Et c'est vrai, je lui avais dit, il habite à 20 minutes, si vous voulez, attendez ici, à ce monsieur. Hein, quand il est venu à la maison, disons Coco, hein, pour ne pas dire son nom. Hein. D'abord, je savais bien qui c'est. Coco, je dis, si vous voulez, donc il est venu, il voulait l'adresse de monsieur De Jong. Hein, et je n'ai pas donné. Mais j'ai dit, si vous voulez, attendez ici, il habite à 20 minutes, je vais aller le chercher. Et alors il a dit non. Ah, il a dit non, non, je n'ai pas le temps. Ma sœur dit que c'est un traître. Mais ça c'est contre lui quand même, cette réponse. Hein. Il voulait l'adresse de M. De Jong et tout d'un coup, il n'avait pas le temps. Alors, je ne lui ai pas donné l'adresse, heureusement. Hein. Parce que M. De Jong, à ce moment-là, il habitait peut-être bien le Homburg, avenue des Cerisiers, tout près du chemin de fer, là-bas en haut. 4 avenues des Cerisiers, c'était des amis, c'était même des cousines lointaines à nous. C'était les demoiselles de Lattre, c'était la mère et la fille. On dit les demoiselles de Lattre, mais c'était la mère et la fille. Et c'était nous qui lui avions donné cette adresse à M. De Jong. Et c'est moi qui l'avais conduit, donc voilà. Mais donc, je n'ai jamais donné cette adresse et ces demoiselles n'ont jamais été arrêtées. Hein. Mais, oui, ben alors, je lui disais à l'instructeur, je dis, mais pourquoi vous voulez encore m'interroger? Il a dit tout ce que j'avais fait. Heureusement, il n'a jamais su que je travaillais pour papa. Donc ça, il n'en a pas du tout parlé. Pas du tout parlé. Il ne savait pas. Et malheureusement, M. De Jong, qui avait confiance en lui et qui le voyait encore de temps en temps, je ne sais pas pour quelle raison, ça en dehors de moi, avait dit, tu sais, maintenant la petite Dédé, eh ben, elle conduit des hommes à Paris. Donc il l'a dit, évidemment, aux Allemands. Hein. Alors après ça, j'ai encore été interrogée 1 ou 2 fois, parce qu'il y a quelqu'un à la prison qui avait dit, envoyé un message qui était intercepté, eh ben, la petite Dédé n'a rien dit, enfin, etc. Et alors elle parlait de Tango, Madame de Grève, qui était dans le sud, c'était une famille belge qui était dans le sud et qui a travaillé pour Comet pendant toute la guerre, ils n'ont jamais été arrêtés. Enfin, elle a été arrêtée 2 jours, mais le mari travaillait à la commandanture comme interprète, et donc grâce à ça, elle a été libérée tout de suite. Et elle faisait heureusement, comme à Libye, elle avait
elle faisait du marché noir avec l'Espagne. Et elle, toujours probablement pour se faire bien voir, elle achetait par exemple des chaussures pour un des Allemands, pour la Noël, etc. Voilà. Puis j'ai été, après un an, là, j'ai été envoyée en Allemagne et j'ai fait plusieurs prisons et des forteresses. Et puis j'ai été envoyée, à la fin de la guerre, presque toutes les femmes, je crois, ont été envoyées à Ravensbrück, enfin une grande partie, hein, pas toutes, une grande partie, Ravensbrück. Les femmes de Comet de toute façon. Hein. Et puis après, on a été envoyés à Mauthausen, et là, jusqu'à présent, on avait fait des voyages convenables, on n'avait pas à boire ni à manger, mais bon. Hein. Mais là, le dernier voyage, c'est un fourgon bestiaux de Ravensbrück. Hein. Et alors là, on était tellement serrés dans les fourgons bestiaux qu'on devait rester ou debout ou accroupi. Or, moi, à ce moment-là, j'avais une double otite purulente. J'avais je ne sais pas combien de fièvre, enfin énormément de fièvre. J'avais un gros rhume aussi. Enfin, j'étais en très mauvais état, donc j'étais le plus souvent accroupi. Mais, comme toilette, évidemment, pas sortir. Hein. 4 jours et 5 nuits. Hein. Comme toilette, c'était des petits seaux à confiture et qui étaient renversés puisque les gens se bousculaient, criaient, enfin bon, ça se chamaillait quelquefois. Et donc j'en avais plein mon manteau là. Alors mon oreille droite coulait du pu, ça sentait mauvais comme tout, donc ça sentait mauvais là, c'est pas très drôle. Alors pour partir, on avait reçu un petit morceau de pain et un petit morceau de saucisson, mais pas à boire, hein. Donc, on a quand même mangé ce morceau de pain, je suppose, je ne m'en rappelle plus, mais sûrement. Mais après, bon, plus rien. Alors, on est arrivé à Mauthausen. Et à fourgon à bestiaux, c'est haut comme ça. Hein, et il n'y avait pas de quai. Comme j'étais une très bonne sportive avant la guerre, je me dis, je vais sauter. Oui, mais toutes mes articulations lâchaient. Donc, je suis tombée à genoux. Mais toutes mes articulations lâchent. Mais par quel miracle, je ne sais pas, je me suis relevée. Parce que celles qui ne se relevaient pas étaient abattues. Hein. Et il y en a d'ailleurs qui sont restées dans le wagon, qui étaient mortes. Et alors on a dû faire une marche jusqu'au camp, dans la neige, il y avait ça de neige. Et moi j'avais fait une grosse bêtise, j'avais reçu, pendant la guerre, donc avant mon arrestation, papa travaillait aussi avec Van Skel, qui a d'ailleurs été par la suite, longtemps après, arrêté et fusillé. Van Skel, ça vous dit rien, non. C'était un très grand magasin de sport, très connu, qui était rue Marche-Joseph-Potagère, je crois. Et alors, et donc moi j'y étais plus souvent. D'ailleurs, on m'a volé mon vélo une fois avant, et Van Skel m'en a offert un, que j'ai malheureusement pas l'occasion d'employer beaucoup, avec changement de vitesse, tandis que le mien, c'est vraiment un petit vélo de rien du tout. Et il m'avait offert des très bons souliers en cuir, il avait vu que j'avais quelque chose de pas... Et donc, j'ai toujours eu ces souliers en cuir, mais à Ravensbrück, il y avait eu un groupe de jeunes Hongroises, à mon avis, c'était des Juives. Et alors, elles ont été... Et alors, c'est amusant parce que, à la douche, hein, je vous passe les détails parce que c'était pas très drôle, ça, mais n'empêche qu'elles nous trouvaient toutes jolies et nous les trouvions toutes jolies parce qu'elles étaient noires, elles avaient des grands yeux noirs plutôt, avec des cheveux noirs, et nous, on était plutôt blonds, avec des yeux clairs. Donc, comme ça. Mais donc, il y en a une qui me dit, une adorable petite jeune fille, et qui peut-être l'a fait en toute bonne foi d'ailleurs, elle me dit, mais tu sais, tu aurais beaucoup plus chaud avec mes bottes. Elle avait des bottes en feutre. Beaucoup plus chaud avec mes bottes, et tu me donneras tes souliers. Et je l'ai fait, mais c'était une grosse bêtise, parce qu'on a dû marcher dans la neige. Donc la botte en feutre, hein. Et il y avait ça de neige, vous savez, et on devait monter, parce que le camp de Mauthausen est sur une hauteur. Hein. Bon, c'était donc très très dur. Bon, et je vous ai dit que hein, j'avais un tout petit sac qui pendait là avec une ficelle, dans lequel j'avais ma brosse à dents, peut-être un gant de toilette, je ne sais plus, mais 2 fois rien, donc il ne pesait pas lourd. Et malgré tout, mon épaule faisait comme ça. Et on a dû se mettre en rang par 5.
Au début, je ne voulais pas essayer de m'accrocher à mes compagnes, parce que je me dis non, si moi je tiens pas le coup, je vais pas les entraîner. Et après, elles ont tellement crié sur moi que j'ai essayé de m'accrocher, mais je ne savais pas, puisque toutes mes articulations pliaient, donc je ne savais pas. Et à un moment donné, vraiment, je ne savais plus respirer. Je me dis, je vais me coucher dans la neige, on va tirer ce que les Allemands faisaient. Donc, ils abattaient celles qui ne marchaient pas. Hein. Et, eh bien, c'est très drôle, mais j'ai entendu qu'on disait à un moment, votre fille, elle était abattue sur la route. Et je me suis dit, non, on ne peut pas lui dire ça. J'ai quand même essayé de marcher et mes compagnes se sont rendues compte que j'étais vraiment au bout du rouleau et elles m'ont soutenue. Je crois qu'il y en avait une derrière et deux sur le côté. Et on est finalement arrivé au camp et il faisait encore tout noir. Ces messieurs n'étaient pas levés et on nous a fait poireauter, toujours sans boire et manger, sur un genre de terrasse, si vous voulez, jusqu'à 8h, 8h30, je ne sais pas, enfin quand il faisait clair et qu'ils sont arrivés, alors on est passé aux douches. Je passe tout ça parce que vous savez souvent ça par d'autres, c'était pas drôle du tout. Et là, je me suis dit, ben, heureusement que maman n'est pas avec moi, qu'elle ne voit pas sa fille comme ça. Bon. Et alors après, ben, on est passé aux douches, après tout, je vous passe le détail là, et toujours sans boire et manger d'ailleurs. Hein. Et alors, on est passé aux douches et il y avait des prisonniers, entre autres un prisonnier français, qui s'occupait de nous pour donner, je sais pas, hein, ah oui, un tout petit carré comme ça pour nous essuyer, un tout petit carré comme ça. Et alors, il y en a un qui vient près de moi, parce que durant on est passé dans la première chambre où on vous examine, enfin, etc. On m'avait mis un grand cas rouge devant, au mercurochrome et dans le dos. Ça veut dire crank, ça veut dire malade, ça veut dire liquidé. Alors le français, c'était un Parisien, il me dit, écoutez, vous devez absolument effacer ce cas. Je dis, comment voulez-vous? Alors il dit, je vais essayer de vous trouver. Il m'a apporté un petit morceau de savon. Alors j'ai dit, bon, là, je pourrais l'effacer, mais pas dans mon dos. Hein. Alors il a effacé mon cas dans mon dos. Et puis, j'ai réussi à l'effacer, ou presque en tout cas. Et alors, on ne nous a pas évidemment donné de vêtements, parce que c'était un condom, hein. Alors, on nous a donné une chemise d'homme, là, toute ouverte devant, avec des boutons, mais les boutons étaient arrachés, donc rien. Et puis, un caleçon long d'homme aussi, ou pas de ceinture. Ils avaient tiré le cordon, là, pour l'attacher. Hein. Donc, on était là comme ça, avec tout, hein. Et on devait traverser le camp pour aller dans notre baraquement. Bon, moi, j'étais vraiment pas en état, donc il y a un homme qui m'a pris dans ses bras. Et j'ai traversé le camp comme ça. Il y avait plein d'hommes qui regardaient, des prisonniers. Hein? Alors on me criait bon courage. Je dis, mais j'en ai du courage, mais j'ai plus de force. Et alors on m'a déposé sur une paillasse, là, dans le baraquement. Et on a reçu un pain, un morceau de pain, un morceau de pain. Et comme j'étais tellement malade, épuisée, j'étais assise avec mon morceau de pain sur mes genoux. Et il y avait des gitanes dans le baraquement déjà. Et elles sont venues voler mon pain. Bon, je n'ai rien fait, je ne pouvais pas, absolument. J'étais. Eh bien, c'est des Belges, très costauds encore. Euh, C'était des Anversoises, des Flamandes en tout cas, mais très très gentilles, qui ont sauté sur la tzigane là, et qui nous ont repris, qui m'ont amené mon pain. Bon, alors moi j'ai été très vite envoyée à la carrière où on ne travaillait plus à la carrière. Mais il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. On était paillasse par terre, on n'avait pas de couverture. Les toilettes, c'était à 300 mètres, des bacs en bois comme ça. Rien pour se tenir. Or, on ne tenait pas debout. Et tout le monde était malade. Donc, c'était de la boue pour aller jusque-là. Quand on devait se lever la nuit, on était toutes couchées les unes dans les autres comme ça. Donc les femmes criaient parce qu'on les bousculait. Et surtout, on n'avait pratiquement pas à manger. Et là, je dois dire que c'était
Alors il y a une Française qui était là et qui me voit, qui m'avait vue à Ravensbrück. Elle me dit, ah ben toi, t'as fameusement décollé depuis Ravensbrück. Heureusement que j'avais bon moral, mais j'avais plus que ça, le moral. Donc je ne sais pas si j'ai fait 2 mois à Ravensbrück, et je crois 1 mois ou 1 mois et demi, je crois même pas. Je pourrais peut-être calculer, mais enfin très peu de temps à Mauthausen, mais j'ai été très vite envoyée à la carrière. Et alors, on a été libérés par la Croix-Rouge internationale française. Non, c'est les Canadiens qui nous ont... Mais c'est les Français qui avaient demandé aux Allemands de libérer les femmes de Mauthausen. Et comme il n'y avait pas suffisamment de Françaises pour remplir le contingent, ils ont pris les gens qui parlent français et on a été libérés comme ça. Ouais. Et alors, en cours de route, les Allemands ont fait descendre une troupe de SS, ils ont fait descendre les femmes. Donc c'était un convoi, il y avait plusieurs camions. Hein. Ils ont fait descendre le dernier camion et heureusement, je pense que c'est le chauffeur ou une femme encore en bon état, je ne sais pas, a couru devant prévenir le chef qui avait des papiers, qui est arrivé et qui a empêché. Il voulait fusiller les femmes. Hein. D'ailleurs, il paraît, ça on nous avait prévenu des prisonniers, celles qui étaient à la carrière devaient disparaître. Mais bon, ils n'ont pas eu le temps de le faire. Quoi, hein. Mais donc, on est arrivé à Saint-Gall, hein, donc c'était les ennemis, on passe le lac de Constance, hein, je crois, le lac de Constance, et de l'autre côté, il y avait des gens qui nous donnaient des pommes et des histoires comme ça. Mais moi, j'ai rien pris, j'étais incapable de manger quoi que ce soit, je crois, et en tout cas pas, j'ai rien voulu. Et on est arrivé dans une école, c'était les vacances de Pâques, hein, c'était au mois d'avril qu'on a été libérés, le 22 avril. Dans une école, ils avaient mis de la paille par terre, et alors on est resté là, et chaque jour, peut-être pas les premiers jours, mais enfin, on est passé à la désinfection tout de suite. Et une de mes compagnes, une Belge, une femme déjà d'une quarantaine d'années sûrement, elle avait gardé ses cheveux, moi aussi d'ailleurs. Hein. Elle était mais pleine de poux. Et on passe à la désinfection, elle ne veut pas passer à la désinfection. Idiote évidemment. Hein. Et alors, eh bien, sur la paille, sur la paille, elle était juste à côté de moi. Et une compagne et moi, on lui dit, mais enfin, pourquoi tu n'es pas passée à la désinfection? Tu es pleine de poux. Elle ne voulait pas le croire. Et alors, on a mis un grand journal sur ses genoux. Et, je ne sais pas, quelqu'un avait un peigne. Il en courait dans toutes les directions. Alors, moi, je suis rentrée. Et 4 jours... Donc, ah oui, c'est ça. On était là et tous les jours, on prenait 2 ou 3, suivant les places qu'il y avait dans un train, pour nous conduire. Ah ben, on était en Suisse, à Saint-Gall, pour nous conduire à Annecy. Annecy. Et à Annecy, on avait un train direct sur Bruxelles. Bon. Et voilà qu'un jour, on dit, je ne sais pas, il y avait une place peut-être, ou 2 places. Eh bien, personne ne voulait y aller parce que chacune voulait aller avec une telle, une telle, une telle. Alors moi, j'ai dit, si personne ne veut y aller, moi, je suis prête à partir. Hein. Je ne voulais pas prendre la place de quelqu'un d'autre, mais si elle ne voulait pas partir, moi, seule ou pas seule, ça m'était bien égal. Et donc, je suis rentrée. Et alors, sur le quai de la gare à Annecy, il y avait une ravissante jeune fille en ETS. C'était une compagne de ma classe, Annie de Glim. Et alors elle a dit, Tédé, toi, elle n'en revenait pas. Et les gens sur le quai disaient, mais ils arrêtaient même les enfants. Vous savez, je suis très petite, hein, et je paraissais très jeune, ils arrêtaient même les enfants. Et Annie de Glim, je ne l'ai plus jamais revue. Ouais. Eh bien alors je suis arrivée le 1er mai à la maison, et maman, Madame de Young et une autre dame que je ne connais pas, était à la gare pour nous attendre. Elle venait à tous les trains, je crois, je pense.
Et Madame de Yonk avait un bouquet de pois de senteur rose comme ça. Mais Dédé n'était pas dans le train. Parce que Dédé avait été emmené en voiture avec sa sœur à l'hôtel Lutetia à Paris. Et alors Madame de Yonk m'a donné le bouquet de pois de senteur. Mais alors pour moi, voir maman, elle était habillée tout en noir. Elle avait beaucoup maigri, évidemment. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Mais donc, un jour, je regarde par la fenêtre, parce que partout, je regardais toujours par la fenêtre et j'enlevais toujours un carreau, moi. Mais à Großstrelitz, ces carreaux n'avaient jamais été enlevés et le mastic était tellement dur que je n'ai pas su l'enlever sans casser le carreau. Et donc, je regardais par la fenêtre et il y a une surveillante qui passe le soir, là, c'est le soir que je regarde, enfin, quand ils étaient partis, au bas de la rue, et le lendemain matin, elle arrive dans notre cellule, elle dit « Qui est-ce qui a cassé un carreau ?» Alors je dis « C'est moi ». Et une de mes compagnes, on était à 5 dans la cellule, une de mes compagnes dit « Non, c'est moi ». Et c'était pas elle, c'était moi. Hein. Mais alors, chaque fois, on disait « Non, non, c'est... » Alors, oui, mais c'est qui ? Ah, c'est moi ? Non, c'est moi. Alors, c'était une Suédoise, cette surveillante. Alors elle dit, ben, je ne sais pas vous punir, je ne sais pas qui c'est. Et puis à nous deux, on a essayé de s'évader de cette prison-là. C'est trop long à vous raconter, mais enfin, on a essayé de s'évader. Bon, on a été repris. Et là encore, au moment où les Allemands nous rejoignent, il y en a un qui avait pris un gros bâton. Et c'était ma compagne qui était le plus près d'eux. Et elle a reçu 3 coups de bâton, je crois. Et puis, il arrive près de moi, il lève son bâton, il n'a jamais abaissé. J'ai jamais reçu de coup de bâton, je sais pas pourquoi. Bon, enfin, après, on a fait du cachot, et bon, voilà. J'ai fait du cachot souvent dans les prisons, parce que moi qui étais une élève modèle à l'Athénée-Duc, en prison, je faisais tout ce que je ne pouvais pas faire.